Sympa. Bonjour Ronan. On va justement vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier sur cette première journée. Il y a eu beaucoup de temps forts, de moments assez denses. Et on peut faire déjà un premier mot avec toi, Sébastien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il s'est passé qu'on est en 7e page du Télégramme pour les couleurs locales. Et le problème, c'est qu'on est avant le festival des Vieilles Charrues qui est en page 9. Donc je vais me faire taper sur les doigts. Mais c'est quand même un point assez positif pour nous. Charles, donc par rapport à la journée d'hier. Hier, donc, comme prévu, on a eu un peu plus de 200 personnes. Alors, il y a eu des moments forts, et des moments forts avec Laurent Solide Facebook. Il y a eu des conférences sur les investissements, des startups qui ont été mises en avant. Je crois que c'était un vrai échange. Alors aujourd'hui, c'est pareil, le programme est très chargé. On démarre avec un peu de retard. Alors, cause transport, aventure de Carré. La grande aventure. La grande aventure. La longue aventure. Donc, Ronan, je te repasser la parole, mais pour faire un dernier mot, et puis après, on passera sur ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, je crois que vous avez tout dit, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que hier matin, objectivement, on peut dire qu'on appréhendait un petit peu, parce qu'une première, c'est toujours un moment où on s'attend de savoir si on aura l'occasion d'imaginer une deuxième, parce qu'il faut que ça marche un minimum pour qu'on puisse imaginer une deuxième. Moi, ce que j'ai retenu d'hier, au-delà de l'enthousiasme qui se dégageait, de l'envie des gens qui étaient présents, je pense à vous tous dans la salle ou ceux qui sont intervenus, venus parfois de loin, comme toi, Marion, même si je sais que tu es presque une locale, hein, puisque tu es pas si loin que ça, par le cœur en tout cas. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, on peut dire que la mayonnaise a pris, ou elle est en train de prendre, et sans trop s'avancer, on verra ça ce soir, mais en tout cas, on a d'ores et déjà imaginé ou commencé à rêver, avec quelques points d'amélioration bien sûr, à ce que pourrait être une deuxième édition. Alors, on essaiera de faire attention peut-être à la préséance pour laisser aux Vieilles Charrues la primeur de la page numéro 7, si j'avais compris. En tout cas, d'ores et déjà, je peux dire qu'on est très heureux et on peut féliciter tout le monde. Sébastien le premier, qui encore une fois a été le déclencheur de tout ça, et puis aussi peut-être d'ores et déjà, on le refera sans doute ce soir, toute l'équipe qui a travaillé à tes côtés à s'assurer d'une logistique parfaite. C'est souvent des choses qu'on ne voit pas, mais c'est des détails qui comptent pour que les choses se passent bien pour tout le monde. Et je sais que c'est ô combien important et salut par tous. Merci beaucoup. Puis bonne journée à tous. Profitez-en bien. Merci à tous les trois. Un petit mot sur le programme de cette demi-journée déjà. On va commencer par une première table ronde consacrée au recrutement RH, comment finalement intégrer les profils digitaux dans son processus de recrutement. Et puis un autre temps fort qui sera juste après, je regarde mon planning parce que je ne le connais pas par cœur. On va parler impression 3D, on parlera crowdfunding aussi, on parlera d'une belle histoire, celle de Blablacar tout à l'heure, un peu plus tard dans la journée. Puis bien sûr un startup contest qui élira, à défaut d'avoir gagné la Coupe du Monde, la meilleure startup d'entre vous. Donc ça c'est à suivre sur la dernière séquence de cette journée avant les concerts de 16h. On va démarrer sans plus tarder avec Kwame Yamnian, fils de Bretagne, prince de Bretagne, cofondateur de l'école 42. Assieds-toi, je t'en prie, où tu veux. Hop. Il y a un peu de place, donc ça va. Et puis je vais tout de suite appeler, comme ça on va vous présenter en même temps, Patrick Amiel, cofondateur de Wengo. Bienvenue, Patrick. Oui, je disais fils de Bretagne parce que fils de Kofi Yamnian, qui est maire de Saint-Coulis, qui a été maire longtemps de Saint-Coulis. Il a été. Même député du coin à une époque. Exactement. Et... Je me souviens d'aller-retour à Carré à fond de caisse. Tu as fait tes études à Brest d'ailleurs. Et j'ai fait mes études à Brest, ouais. Et à Vannes. Et à Vannes, bien sûr. Et à côté, Patrick, qui n'est pas du tout de Bretagne. Non, mais qui connaît bien depuis 2 heures en voiture pour arriver jusqu'ici. Donc, Oui, parce qu'avec Patrick, pour la petite histoire, ça se raconte, Patrick, je pense quand même. On a sillonné les routes de campagne, on a raté la sortie Carré, donc nous sommes allés dans un petit coin du Morbihan ce matin. Beaucoup de vaches, plein de champs, et heureusement que Waze est avec nous pour nous ramener sur le bon chemin. Donc, très belle région. Oui, voilà. Alors, on va parler un petit peu justement. Est-ce que tu peux présenter Wengo en quelques mots déjà? Alors, Wengo est une société qui a maintenant 10 ans, en fait, qu'on a créée en 2004. Je sais que notre temps est compté parce qu'on va rattraper le temps perdu ce matin. Donc, pour faire simple, on a eu 2 vies. 2004-2006, on a lancé une start-up qui s'appelait le Wengophone, et on faisait la même chose que Skype. Et au bout de 2 ans, on avait 7 millions de téléchargements, mais 0 € de revenus. Donc les choses se compliquent. Le produit était développé avec une grande communauté open source. Et on a pivoté pour se dire, finalement, il y a des gens qui se parlent, il y a un expert qui parle à quelqu'un à l'autre bout de la France. Il donne un cours de maths, mais il ne se fait pas payer, il n'a pas les outils collaboratifs et autres. Et on a basculé sur un deuxième modèle qui était de se dire, il y a de la valeur à vendre l'expertise des gens par téléphone. Donc on a créé un site qui s'appelle Wengo, qui est du conseil d'experts par téléphone.
qui permet à tout le monde, que si vous avez besoin d'un avocat dans 2 minutes, de choisir sur le site un avocat en fonction du rating des clients. Et vous mettez votre carte bleue, votre numéro de téléphone, et vous parlez à la personne instantanément. Donc notre métier aujourd'hui, on s'est diversifié un peu plus. On met en relation des particuliers avec des professionnels et on les aide à choisir à travers les évaluations des clients. La société, voilà, pour le métier, puis on reviendra après sur les détails. On fait rapidement les présentations. Et puis 42, l'école de programmation, installée à Paris dans le 17e, cofondée avec Xavier Niel. Exactement, donc on est 4. Nicolas, Florian, Xavier et moi-même, donc sur la création de l'établissement. On a eu un peu de presse, donc je pense que vous avez lu pas mal sur le sujet. Qui connaît 42 dans la salle? À peu près tout le monde. Attends, j'ai envie de jouer 2 secondes. Qui connaissait Wengo dans la salle? Ah bah quand même. Quelques-uns. Oui, parlons un petit peu recrutement, RH. D'ailleurs, il y a une bourse de stage qui a ouvert récemment sur 42. Oui, complètement. Ouais. Ça marche bien? Ça marche ultra bien. Très bien. On n'a eu vraiment aucun problème. On l'a ouvert en un mois. On avait déjà plus de stages que pour le nombre d'étudiants. Et pourtant, on pensait qu'avec un petit millier d'étudiants, on allait quand même alimenter le marché. Pour vous donner une idée, les écoles d'ingénieurs en France, les écoles d'informatique, ça fait rentrer à peu près 18 000 jeunes par an dans la communauté numérique française. Donc un millier, ça semblait quand même pas mal, mais il semblerait que ce ne soit pas suffisant. On a une première belle histoire, puisqu'on a une étudiante qui est passée de Pôle emploi à stagiaire à Berkeley. Donc on est assez content. Comme ça? Ouais, comme ça. En une saison de 42. En une saison de 42. C'est même pas une saison, une espèce de tiers de saison. Donc on est vraiment très très content de sa réussite. Elle est passée de littéraire à programmation et a trouvé à travailler aux États-Unis tout de suite. Donc c'est super. Justement, les profils qui intègrent l'école, ils sont assez diversifiés. Pas forcément que des geeks ou des codeurs nés. Quels sont les profils qui te surprennent le plus, justement, dans les parcours de ceux qui intègrent l'école? Ceux qui sont le plus étonnants, il n'y a pas de... L'école, elle avait été fabriquée, elle a été conçue pour que les parcours les plus étonnants puissent rentrer dans l'établissement. Donc, moi, j'appelle ça le péché originel. C'est que, pour les programmeurs qui sont dans la salle, vous connaissez tous un monsieur qui s'appelle Donald Knuth, qui est un professeur émérite de Stanford, qui a écrit un bouquin que tout programmeur a lu qui s'appelle The Art of Computer Programming. Et comme son nom l'indique, il a appelé ça The Art of Computer Programming et pas The Science of Computer Programming. Et la programmation est un art et n'est pas du tout une science. Et l'erreur originelle a consisté pour ses disciples, quelque part, à transformer la programmation en une science. Ce qui fait qu'aujourd'hui, typiquement, à part l'annonce que vient de faire Benoît Hamon, on avait les options informatiques qui étaient réservées aux seuls scientifiques. Et en conséquence de quoi, on a appauvri la communauté numérique en quantité, puisque tout le monde ne peut pas faire scientifique, en qualité, puisqu'on n'a pris que des scientifiques, et en conséquence de quoi, on se retrouve effectivement avec des profils qui sont, entre guillemets, trop classiques par rapport à ce que veut faire le numérique, c'est-à-dire le but du jeu, c'est d'avoir des gens qui sont capables d'inventer des nouvelles choses très régulièrement. Et pour inventer des choses très régulièrement, il faut commencer par avoir des gens qui pensent différemment. Et pour avoir des gens qui pensent différemment, il faut aller les chercher dans un maximum de milieux et non pas les réserver en prenant juste un milieu. Comme disait Nicolas, c'est un peu comme si on montait l'équipe de France de foot qu'avec des rouquins, quoi. On disait ça parce que Florian est rouquin. Bon, là, c'est l'écho associé que tu cites. Donc, au final c'est ça le but. Et on se retrouve effectivement aujourd'hui avec une énorme diversité de profils qui ont tous en socle commun qui est de savoir programmer, ce qui fait que, évidemment, on a des masters en informatique de la fac d'info qui sont à 42, ils ne codent pas de la même façon qu'on a un moine tibétain, par exemple. C'est évident qu'ils ne codent pas du tout de la même façon, mais ils ont comme socle commun ces deux-là de savoir programmer, et ça pose aucun souci. Il y a un moine tibétain à 42. Oui, un vrai, rasé et tout, avec une toge, on l'appelle Shaolin Ninja. D'accord. Tu nous l'amènes la prochaine fois. Est-ce qu'il y a, avant de repasser la parole à Patrick, est-ce qu'il y a des entreprises qui vous approchent, des banques, d'autres secteurs qui approchent l'école 42? Quelle est leur démarche? Alors, sur les entreprises, on a été très étonnés. Enfin, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est la ruée des entreprises du CAC 40.
c'était pas du tout quelque chose qu'on avait imaginé. Évidemment que l'écosystème, qu'on travaille avec Wengo, avec Blablacar, ça paraît assez logique. Maintenant, de voir arriver la numéro 3 de l'ASG, le PDG de Pernod Ricard, le numéro 2 de L'Oréal, ce genre de profil, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout... l'école a aussi été un peu fabriquée pour ça, puisque dans l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on va faire pour travailler sur la digital transformation. Donc on est au milieu du Finistère, on sait très bien qu'il y a des impacts énormes sur la fin de l'ère industrielle et l'arrivée de l'ère numérique, en particulier en termes d'emploi. Et il y a un vrai problème, quoi. C'est comment est-ce qu'on va aider les entreprises à se transformer. Qu'est-ce qui va se passer pour Peugeot le jour où on peut imprimer sa bagnole? Et surtout pour les ouvriers qui travaillent chez Peugeot. Ça va très très mal se passer. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises dans la transformation digitale? Et justement, on essaye de monter un pipe autour de ça. Alors pour l'instant, c'est un peu balbutiant parce qu'on n'avait pas vraiment prévu tout ça, mais on va le transformer. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la partie qui m'a le plus étonné, c'est vraiment leur arrivée avec divers hackathons, suivis, etc. On a la première start-up, une start-up L'Oréal, qui sort de 42, qui est montée, financée par L'Oréal. On a fait les trophées d'innovation de Pernod Ricard qui ont été gagnés par un groupe d'étudiants, entre autres de 42 et d'autres écoles. Enfin, c'était vraiment super, quoi. Qu'est-ce que ça t'inspire, Patrick, justement, cette culture digitale qui essaye finalement d'intégrer, de s'auto-intégrer dans les entreprises du CAC 40, par exemple? Nous, on est né digital, on recrute des profils qui sont par essence digitaux. Et on va chercher dans d'autres industries, on va chercher des expertises, pour vous donner un ou deux exemples, de gens qui viennent d'autres industries plus traditionnelles. On allait chercher des gens chez Numérical, chez Bouygues Télécom, parce qu'ils avaient un savoir-faire service client, commercial, donc des compétences qu'il y a peu dans les startups, qu'on allait chercher ailleurs. Et intégrer ces gens-là chez nous, c'est un peu la fête du slip. C'est qu'il y a un choc de culture qui est assez colossal. Nous, on est dans une organisation chewing-gum, c'est-à-dire que ça bouge tous les jours, tout est malléable, il n'y a rien de figé, on doit s'adapter à des problèmes de business, à des problèmes marketing et autres, ou techno. Et donc chacun dans l'entreprise a une culture qui est de s'habituer à ce que sa job description ne soit pas figée, à ce que les choses évoluent. Et les gens qui viennent d'autres structures aujourd'hui ont pas mal de mal à s'adapter à ça. Tout simplement parce qu'eux sont habitués à avoir des carrières un peu plus définies avec des évolutions et c'est très difficile pour nous de les intégrer. Ce qu'on a fait pour les intégrer, on s'est raté sur pas mal de recrutements avec ce choc de culture, mais dans ce qu'on a réussi à faire avec les derniers, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à leur expliquer d'où on venait, à leur refaire tout l'historique de Wengo pour leur faire adhérer à notre ADN, à notre façon d'être. Comme ça, ils comprennent nos réactions. S'ils n'ont pas la big picture du point de départ d'où on vient, ils ont du mal à comprendre pourquoi on réagit différemment qu'eux. Donc c'est en nous comprenant qu'ils arrivent à s'adapter et à s'intégrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est par rapport au recrutement qu'on a fait sur des profils un peu différents. Après, je pense que les entreprises sont toutes un peu aujourd'hui en panique, en train de se dire comment prendre le virage digital. Ouais. Je reste sur la notion de recrutement pur et dur, parce que j'imagine que tu fais passer les entretiens. Alors, je fais passer les entretiens et on en a fait passer 320 sur les 12 derniers mois. D'accord, il y a une centaine de personnes aujourd'hui, hein, c'est ça? 150 en France 150. Et 20 au Brésil. Est-ce que la nature de l'entretien change aujourd'hui quand tu fais passer un entretien du quelqu'un de digital, pour être très large? Oui, clairement, quoi. Par rapport à des entretiens traditionnels, je pense que c'est beaucoup plus cash. Si on ne passe pas une demi-heure à parcourir un CV, à comprendre le parcours, à écouter, on rentre dès le début dans une discussion sur les passions, les boîtes qu'ils aiment, qu'ils observent, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, plus sur de l'envie que sur un parcours. Et les deux autres points qu'on fait systématiquement quand on recrute des gens, c'est que, on leur fait faire tous des tests, que ce soit des développeurs, que ce soit des profils marketing, commerciaux, une étude de marché, un truc, on les fait réagir très très vite. On les met en situation, on dit on a besoin du résultat soit immédiatement en live, soit pour demain ou après-demain, comme ça on regarde un peu comment ça réagit. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est systématique, qui est un peu un crash test, c'est que les gens qui viennent en entretien sans avoir testé nos produits, on ne leur demande pas avant l'entretien de tester, mais s'ils ne le font pas naturellement, ça nous paraît une aberration, parce que nous on est tellement en train de regarder chaque détail de ce qu'on fait, on est passionné par nos produits, on y pense matin, midi et soir. Si la personne vient en tant que touriste, les mains dans les poches en disant racontez-moi ce que vous faites, et n'a pas fait l'effort d'aller regarder dans le détail ce qu'on fait,
pas pour nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, la personne n'aura pas raison, parce que découvre notre sujet, mais qu'on puisse avoir une discussion et que cette personne montre un peu d'envie et le goût de se retrousser les manches et d'aller dans le détail. Donc je pense que nous, c'est un crash test assez rapide, ça. À l'école 42, quelles sont les questions éventuelles que posent les étudiants, que vous posent les étudiants sur justement la suite, puisque la promotion 1 n'est pas terminée, ce sera sans doute en septembre, je crois. Est-ce qu'il y a déjà des interrogations sur la suite, le recrutement, le niveau de salaire, etc. Pas tant que ça. On n'a pas beaucoup de questions à ce niveau-là. Pour l'instant, les étudiants sont assez focus sur leur étude et comme l'école est assez difficile, pour l'instant, ils ne se projettent pas ultra loin. Donc on essaye, au travers d'un certain nombre de gens qu'on invite, il y avait Tony Fadel qui est venu l'autre jour à l'école. De Nest, qui a créé l'iPhone. Vous avez fait quoi, vous, dans la vie? L'iPhone? Ah oui, quand même. Et donc, le gars... donc, on essaie de projeter. En fait, la notion qui recoupe un peu tout ça, et moi, je suis hyper d'accord avec toi, c'est une question autour de... c'est essence ou puissance, quoi. C'est-à-dire que la société traditionnelle a recruté sur ce que vous êtes. À savoir donc que la preuve de ça, c'est le CV, quoi. C'est-à-dire que ça raconte votre histoire. Et il y a eu beaucoup de recrutements qui étaient basés sur votre histoire. Et en fait, on ne peut plus se permettre de recruter sur cette notion-là, qui est d'ailleurs en soi assez ridicule, puisque quelque part, ce n'est pas parce que vous avez déjà fait du marketing que vous êtes forcément le marketeur que vous allez rechercher demain ou le développeur que vous allez rechercher demain. Et donc, on cherche plutôt aujourd'hui à s'intéresser, à trouver des gens avec un espèce de potentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent devenir demain. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait autour de tests, est-ce que le mec s'est intéressé ou pas, est-ce qu'il a téléchargé les produits, est-ce qu'il a regardé, etc., etc. Tout ça, c'est des notions sur est-ce que oui ou non la personne a le potentiel de devenir. Franchement, nous, on pense que tout le monde qui s'y intéresse et qui a envie de le faire, on force personne, bien évidemment, peut devenir développeur. Ce n'est pas une question de vous avez fait telle et telle chose avant. C'est une question de est-ce que oui ou non tu es capable de bosser à partir de maintenant et de te forcer à le devenir. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque quand même dans le recrutement, et on en a parlé beaucoup avec des gens qui ont pu venir à l'école, des sociétés de recrutement, etc., puisque évidemment, il y a quand même pas mal de gens qui viennent nous voir pour voir comment est-ce qu'ils peuvent recruter. C'est toujours autour de cette notion-là en premier. Et la deuxième, une autre partie qui est, que tu as évoquée également, qui est la partie, la partie culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une notion où les gens se fabriquent leur travail. Alors, se fabriquer leur travail, ça veut dire également monter la start-up. Mais un étudiant qui sort de 42 ou d'autres écoles, il se pose une question, il se dit, bon, maintenant, soit je rentre, par exemple, dans une grande banque pour bosser pour eux, mais il termine, par exemple, son année avec des projets à lui, des machins. Et là, il y a quand même un vrai problème qui se pose, c'est que pour rentrer dans n'importe quelle entreprise, que ce soit une banque ou une autre, il faut adhérer à la culture de cette entreprise. Et donc, il faut par définition être d'accord, ne plus être d'accord sur sa propre culture, ou du moins sur ce qu'on voulait faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si tu rentres chez Wengo, bah, tu dois devenir un Wengo, quoi. Et aujourd'hui, l'étudiant, il se pose des questions autour de est-ce que oui ou non, je veux devenir un Wengo ou pas. Alors, juste pour rebondir, parce que pour préparer cette conférence, hier, j'en discutais avec des salariés chez nous. Et je rejoins totalement ton point. Ce que m'ont dit les gens qui sont chez nous depuis 7-8 ans, c'est il y a des moments où je me suis posé la question, est-ce que je me barre pas, je reste, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il se passait des choses pas faciles forcément dans la boîte, quand on crée une boîte. Et ce qu'elle nous a dit, c'est moi j'ai adhéré à vous. J'adhère à l'équipe, j'adhère à ses valeurs. Je sais qu'il y aura des hauts, des bas, et je fais partie, je fais corps. Et le deuxième point qui est fondamental, c'est que son job, c'est elle qui l'a créé. Je pense que dans nos organisations chewing-gum où tout bouge, les bons savent prendre leur place. Il y a des opportunités partout, c'est malléable. Donc il y a des salariés, des salariés bâtisseurs, constructeurs. Et ceux-là font preuve d'initiative, vont et créent leur job, définissent les périmètres. Et quand on est à la tête d'une entreprise, peu importe, hein, qu'on fabrique des bidets ou une start-up, on est focusé sur son produit, à en vendre au début. On ne regarde pas trop ce qui se passe au niveau organisation et RH, ce n'est pas son premier focus, en tout cas pour nous.
Et donc on apprécie qu'il y ait des gens qui contribuent à nous aider à construire l'entreprise dans ces premiers temps et qui aient cette intelligence d'adhérer, de véhiculer les valeurs de la boîte. C'est clair. Et donc après, on se retrouve dans une situation quand vous arrivez à Menlo Park, chez Facebook, à l'entrée, il y a marqué « Code is always right ». Et donc, c'est-à-dire que Zouk considère lui-même qu'il ne pilote pas Facebook. C'est-à-dire que c'est le code qui pilote Facebook. Dans le sens où ce qu'il dit, c'est que par exemple la transformation de Facebook de web à mobile, parce que vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais 56% du trafic Facebook aujourd'hui est mobile et n'est plus web. C'est pour ça qu'on considère aujourd'hui, on dit le web is dead. Il y a vraiment cette notion-là, c'est qu'en fait, il y a des mecs chez Facebook qui sont arrivés en disant, au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des applis mobiles Facebook, c'est une espèce de grosse catastrophe qui foirait grave, parce qu'ils avaient voulu faire ça en mode web et tout adaptif, je sais pas quoi, machin. Bon, ça marchait pas du tout. Et donc, en fait, il y a des mecs chez Facebook qui, genre, ont arrêté ce qu'ils étaient en train de faire et ont tout recodé des applications en natif. Et ils sont arrivés en disant, hop, on les met sur le store. Et en fait, il y a eu des bastons un peu dans la partie hiérarchique de Facebook autour de est-ce que oui ou non les gars ils ont le droit de faire ça, quoi. Et il y a un mec qui a sorti le panneau Code is always right. Ils ont balancé le truc et hop, ça a pris et terminé. Donc il y a vraiment, même en termes de pilotage de l'entreprise, ça change fondamentalement et c'est un peu ce que tu étais également en train de dire, quoi. On voit bien que chez vous, ça marche, ces nouveaux codes, ces nouveaux schémas de pensée, ces nouvelles réorganisations, le pouvoir est plus à la base et un petit peu moins top-down, comme on l'évoquait d'ailleurs hier en conférence. Mais quid des entreprises plus classiques, des grosses organisations, où là, quand même, la question de l'agilité, elle est compliquée, non ? Je ne vais pas parler à leur place, hein, parce que je suis sorti de ce monde-là depuis 10 ans maintenant. Justement, du coup, avec un nous, recul. on était cette semaine en réunion effectivement avec une grande banque française qui essaie de monter des partenariats avec nous. Effectivement, quand on voit rien que l'échelle temps, quand on dit on se revoit pour une réunion, c'est un projet urgent, ils disent oui, très bien, est-ce que vous êtes dispo au mois d'octobre ? Et on n'est pas du tout dans la même dynamique. Par contre, il y a une formidable envie des gens qu'on a rencontrés de bouger, mais c'est le comment, quoi, après, qui bloque dans ce genre de structure. Alors tout ce qui est méthode maintenant un peu agile de travail, j'ai l'impression que ça se généralise même dans des grandes entreprises. Nous, vous avez tous entendu parler de tout ce qui est organisation Scrum. Nous, on l'a généralisé. Donc c'est une méthodologie qui est à l'origine plus drivée par les devs. Ça veut dire mêler. Donc c'est-à-dire que tout le monde avance ensemble en fonction d'une liste de projets et décide eux-mêmes des projets qui sont prioritaires et qu'ils vont prendre. Donc on confie un peu effectivement la gestion d'entreprise au reste de l'équipe. Nous, on a généralisé cette méthode, c'est que tous les vendredis matins, ça a eu lieu ce matin, je n'y étais pas, toute l'entreprise se réunit pendant 35 minutes et chaque business unit vient et dit moi cette semaine c'est ça qui est important pour moi et partage avec l'entreprise un certain nombre de choses. Ce qui fait que chacun, c'est là où je rejoins encore un point. Nous, quand on a créé la boîte, on est 4 associés. C'était très centralisé, toutes les décisions passaient par nous et passer de ce qu'on appelait le cap de la start-up à la PME, donc de lâcher un peu les rênes, de laisser les gens prendre des décisions, de faire en sorte que des projets naissent quelque part et qu'on ne maîtrise ni le plan projet, ni toute la réalisation. C'était assez effrayant pour nous de lâcher un peu pas les rênes, mais l'évolution de l'entreprise. Maintenant, ce Scrum Meeting fait qu'il y a une émulation de la part de tous les salariés de l'entreprise qui sont très fiers de venir présenter tous les vendredis matins, soit leur grande réussite, soit leurs grands échecs. On a Noga qui est un des devs le plus senior. On a eu un bug à un moment sur la plateforme qui a eu des gros impacts pour nous. Il n'a pas dormi du week-end, il est venu et il était presque en larmes au Scrum en disant j'ai foiré et j'ai envie de partager avec vous parce que c'est même plus fort pour moi de le partager avec vous là parce que je sais que l'équipe va m'aider à rebondir là-dessus. Donc il y a une émulation qui se crée dans ces réunions-là et ce qui est très bien, c'est que c'est absolument pas géré par nous, ça s'autogère par l'ensemble des collaborateurs. C'est clair que c'est une question qui est hyper compliquée. Alors il y a deux choses qui drivent le changement. Le premier, c'est le côté létal. Donc je rappelle que les Américains ont rasé une ville qui s'appelle Détroit. Donc n'existe plus. Donc en face du fait qu'ils aient rasé la ville, alors ils ont peut-être un peu plus d'agilité que nous et un peu plus d'habitude à rebondir autour de la perte d'emploi, mais en tous les cas, ils ont rasé une ville pour quelque part l'avènement de la Silicon Valley. Donc il y a une véritable urgence à s'en occuper, et sûrement autrement qu'en disant qu'il n'y a plus droit de géolocalisation sur un téléphone portable, quoi.
Donc, il y a quand même une vraie urgence autour de cette transformation. Après, la deuxième chose, alors moi j'ai eu la chance, et je ne le savais pas à l'époque, de pouvoir de travailler avec un grand groupe aéronautique franco-allemand. On avait pas mal travaillé justement avec la cellule d'innovation d'Airbus, clairement, sur un certain nombre d'objets à travailler. Et alors Airbus, c'est génial parce que c'est un industriel. Et que l'industriel n'a pas du tout les mêmes problématiques que nous. Enfin, le but d'un Airbus, c'est de voler, quoi. C'est pas de faire des tests en enlevant une aile pour voir si ça continue à voler. Donc, on fonctionne évidemment pas du tout de la même façon, et je suis très content qu'on fonctionne pas du tout de la même façon. J'ai souvent dit que le jour où il y a des 42 qui codent dans les Airbus, je vole en Boeing. Ce qui a été mal compris par les gens qui ont dit ouais, mais toi, tu dis toi-même que les 42 savent pas coder. C'est pas ça, c'est qu'on ne forme pas les gens à 42 comme on forme des véritables ingénieurs qui sont capables de bosser dans Airbus, et c'est deux métiers totalement différents. Donc, la problématique qui se pose, il y en a plusieurs. C'est vachement dur. D'abord, c'est culturel. Nous, on a envoyé 2 étudiants. À l'époque, il y a 4-5 ans, quand j'animais Epitech, ils nous avaient demandé de venir faire une conf sur ce qu'on pouvait faire pour eux. Et nous, à dire on va faire une conf sur ce qu'on peut faire pour vous, ça sous-entend, on est arrivé avec du matos, quoi. On est arrivé avec des flight cases qu'on a ouverts, on a posé des PC, des machins, des trucs, des bidules. Donc déjà, le mec, il nous regarde et me dit, mais c'était pas un PowerPoint de prévu? On dit, non, on sait pas très bien utiliser PowerPoint. La tech à la rigueur, mais pas trop PowerPoint. Et là, le mec, il me dit, bon, et en fait, on fait voler un air-drone qui était connecté avec une Kinect. Et donc, on trouvait ça marrant d'arriver chez Airbus et de faire voler des hélicoptères sans manche, juste avec les mains, en faisant haut, bas, gauche, droite. Donc les mecs d'Airbus, ils nous regardaient. Bon, inutile de dire que dans la salle, il fallait baisser la tête. Hein. Les drones volaient bas, quoi. Et c'était assez marrant. Donc évidemment, ça a cartonné, ça a hyper pris. Les mecs, ils ont dit, ouais, on va bosser ensemble, on va vous envoyer 2 étudiants. On veut prendre 2 étudiants dans notre cellule et tout. Donc on envoie 2 étudiants là-bas. Et quand on envoie ces 2 étudiants, 6 mois après, je revois le patron de la plateforme innovation. Alors, évidemment, on se doute bien, on n'a pas envoyé les 2 derniers de la classe. Hein. Donc les mecs, ils arrivent et ils nous présentent ce qu'ils ont fait. Et je les regarde comme ça, c'était de la merde. Je les regarde, je leur dis, mais c'est pourri ton truc là, c'est de la merde. Alors les étudiants, ils sont là, oh merde. Je leur dis, mais... Et en fait, je m'en voulais beaucoup, puisque évidemment, c'est pas de la faute des étudiants s'ils ont sorti de la merde, puisqu'à la base, ils étaient bons. Donc c'est forcément de la faute de quelqu'un d'autre, et en particulier de la mienne, puisque j'étais au pilotage de la boîte. Donc c'est forcément par moi que ça passe. Et donc je réfléchis à tout ça, et en fait, moi, je suis breton, je suis pas toulousain. Je ne comprenais pas l'impact que ça sous-entendait de Toulouse, de Airbus et de la relation entre cette ville et cette boîte. Et en fait, Toulouse, Airbus, tout ça, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu le grand ensemble. Et en fait, j'ai compris que les étudiants, quand ils sont arrivés chez eux le vendredi ou le samedi ou le dimanche, et ils ont dit à leurs parents, on rentre chez Airbus, genre, ils ont eu droit à une tape sur les fesses, l'autre, il a sorti un poulet et sa meilleure bouteille de pif du coin, et genre, mon fils, tu as réussi ta vie, quoi. Non, tu as 23 ans, tu débutes ta vie, tu l'as pas réussi, quoi. Et en fait, les gamins, quand ils sont rentrés chez Airbus, se sont transformés en Airbus. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont arrêtés, quoi. Hop, ils se sont transformés en Airbus. Et donc, du coup, quand on a revu le patron de la cellule d'innovation, je lui ai dit, bon, on va faire le contraire. Donc, en fait, on a pris des Airbus qu'on habite dans Epitech. Et là, évidemment, c'est pas du tout la même chose qui s'est passé, c'est qu'ils ont été absorbés, effectivement, entre autres, par la culture de l'école à ce moment-là, qui était encore moins forte que celle qu'on a créée sur 42. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec par exemple, un truc qui est pour moi assez typique, c'est le tutoiement et la cravate. C'est quand ils arrivent chez nous, les patrons du CAC enlèvent leur cravate et me tutoient. C'est une règle imposée. C'est pas une règle imposée. C'est naturel que naturellement, la culture, la puissance du lieu. Je vous invite à visiter 42 pour ceux qui souhaitent. L'architecte a fait un travail absolument extraordinaire sur l'école. C'est ouvert, hein, vous pouvez passer. Avec un jacuzzi sur la terrasse quand même. Oui, il y a un jacuzzi, parce que sinon sans jacuzzi, c'est chiant, quoi. Et donc, je vous invite à venir à 42. La puissance culturelle du lieu fait que les gens se transforment en 42. Et donc, moi, je pense que dans la digital transformation, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas pouvoir travailler dans les mêmes endroits. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment créer des nouveaux lieux, des nouveaux endroits, avec une nouvelle culture, et transférer les bonnes volontés à l'intérieur
Et c'est au travers de ce transfert qu'on va réussir à attraper la transformation. Donc voilà. Donc moi je pense qu'on n'arrivera pas à arriver dans une grande banque en disant je vais changer votre culture. C'est pas possible. C'est ultra puissant. Et d'ailleurs ça a montré son efficacité, etc., etc. On n'arrivera pas chez Peugeot en faisant ça. On n'arrivera pas dans les grands groupes en faisant ça. On va y arriver en créant des nouvelles cellules et en transférant des gens au fur et à mesure, mais des cellules qui réfléchissent différemment, pas dans les mêmes lieux, pas dans les mêmes endroits, etc., etc. C'est-à-dire que la puissance de la défense, par exemple, fait que quand vous arrivez à la défense, au milieu des plus grands symboles phalliques de toute l'Europe, ben, vous vous transformez en grosse boîte, quoi. Qu'est-ce que quand Mercadal de la salle, numéro 3 de la SG, me dit qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher des clients, ben, je lui dis tu quittes tes symboles phalliques au 92e étage et tu vas les voir, quoi. Je ne peux pas te dire autre chose. Question de culture. On va passer aux questions avec la salle. Vous avez sans doute des questions à poser à Patrick et Kwam. Il y a sans doute un micro, je pense, qui va se balader dans la salle. Merci. Allez, une main qui se lève. Qui veut poser une question? C'est le matin, ça prend 5 petites minutes, mais en général, après, hop. Pas de questions? Non? Ah si, une question. Ronan, est-ce que justement, quoi me parler de cravate, de banque, tout ça, compliqué à bouger, est-ce que tu peux donner ton point de vue là-dessus? Merci Sébastien. Non, en fait, c'est indéniable de dire que c'est plus compliqué de bouger une grosse organisation qu'une petite qui a toujours fonctionné en mode agile. En tout cas, je pense que ça, on sera tous assez d'accord là-dessus. Après, je pense que, sans non plus donner de grandes recettes, je pense que l'exemple vient un peu du haut. Si on a envie, effectivement, de s'imprégner d'un univers un peu plus technologique, de donner un peu un élan qui va vers plus de souplesse, plus de créativité et d'innovation, c'est possible. Il faut juste mettre les conditions pour que ce soit réalisable, tout en étant conscient que dans une grosse entreprise, on ne fera jamais effectivement la même chose qu'on peut faire dans une petite avec beaucoup d'agilité. Donc chez nous, par exemple, si c'est ta question, Sébastien, on essaie effectivement de faire émerger des idées. C'est une boîte, le Crédit Mutuel Arkéa, qui a une culture d'innovation assez forte historiquement. Donc on essaie de mettre les gens en condition pour que ce soit possible. On a, par exemple, un comité innovation dans lequel il n'y a pas d'ordre du jour. Les gens viennent notamment de la techno, mais pas seulement, promouvoir des idées. Et puis on fait des tests, on essaye, on fait émerger les idées. On investit dans des boîtes technologiques également. On investit dans des startups, près d'Union par exemple, ou dans des fonds, Isaïe pour citer un exemple, de sorte qu'on reste connecté. Et ça crée un état d'esprit qui permet, encore une fois, sans être excessif, de rester au moins collé à une dynamique de mouvement. C'est ça qui est important, c'est que tant qu'on bouge, il se passe quelque chose. En tout cas, c'est ma conviction. Merci Ronan. Et j'aimerais aussi passer le micro à Alain Glon, du club des 30 de Locarn, que tu puisses aussi échanger avec Kwam pour voir comment on peut faire bouger toutes ces grandes sociétés sur ces sujets. Non, je crois qu'il ne faut pas tenter de les faire bouger. Il faut être gentil avec elles et les laisser mourir tranquillement. Parce qu'effectivement, il faudrait mettre une énergie fantastique pour un résultat insignifiant. Dans le groupe que j'ai contribué à créer et à diriger avec quelques milliers d'employés, j'ai toujours limité la taille des entreprises. L'interdit était à hauteur de 180 personnes, ce qui est un moyen d'organiser le clonage un petit peu plus loin, d'envoyer les unités de production vers les gens et donc vers les clients et pas vers un siège social, ce qui permettait aussi aux meilleurs de s'échapper. Et ensuite, mais comme ça s'est déjà dit hier, eh bien le dirigeant travaillant autour du projet piquait tous les collaborateurs qui étaient un peu sous un plafond établi par leurs dirigeants. Donc je crois beaucoup à la structure. On va vivre une période fantastique. Ici, allez, on est dans un coin qui bouge et je vois de plus en plus de hauts dirigeants, même du pays, qui viennent nous dire expliquez-nous ce qu'il faudrait faire, on est paumés. Et l'informatique me paraît être une chance fantastique. Ça permet de partir à Londres tout en restant ici. Merci Alain. Okay, une question quand même, juste
Tu parlais de culture d'entreprise et de culture du 42. Moi, j'étais impressionné. On voit une photo en haut là, sur le Twitter de 42. Ça, c'est la petite salle de réunion un peu originale. Alors, ce qui est le plus impressionnant, c'est les ordinateurs. Il y a 1000 iMac alignés, des gars qui dorment sur des poufs dans les couloirs, des serviettes qui sèchent, etc. Bon, ça, c'est vraiment ce qu'on voit qui est le plus choquant. Mais on accueille un stagiaire 42 actuellement. Comment tu penses que les stagiaires 42 qui vont sortir de 42, qui vont être dans un mode de fonctionnement un peu différent, un peu atypique, comment eux vont pas se faire diluer par la culture d'entreprise dans laquelle ils vont se retrouver? Je pense qu'il y a que deux solutions. Soit il ne rentrera pas dans la boîte, parce qu'il refusera de se faire diluer, soit il accepte de se faire diluer, dans ces cas-là c'est logique pour lui. Enfin, moi je ne porte pas de jugement de valeur sur ce que veulent faire les étudiants. Moi, la qualité d'un étudiant se mesure à peu près à 5 ans après la sortie de l'école. Est-ce que oui ou non il a transformé ses rêves en réalité ou en déception, quoi. C'est un peu ça la grande question qui se pose. Donc voilà, donc soit il acceptera de se faire diluer, et pour lui c'est normal de se faire diluer, et dans ces cas-là il n'y a pas de problème, soit il n'accepte pas et il ne rentrera pas. Donc c'est à peu près aussi simple que ça. On prend une toute dernière question de Sandrine, que je vois là. Merci pour le micro. Merci. C'était une question qui rejoignait la précédente. Sachant que c'est une école un peu révolutionnaire, enfin, des méthodologies hors du commun, etc. etc. Donc, la peur de la dilution, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que, quelles sont les aspirations des étudiants aujourd'hui? Est-ce qu'ils veulent rejoindre justement des grosses structures tout en sachant que le choc de culture sera là, ou alors est-ce qu'ils ont d'autres aspirations, devenir des makers, en vivre de façon indépendante? Alors là-dessus, ce qu'on est en train de pressentir, c'est qu'on risque de sortir à peu près 15 à 20% de gens qui vont monter leur boîte. Alors pour vous donner une idée de ce que ça sous-entend, la conférence des grandes écoles a annoncé qu'ils avaient sorti 0,2% cette année. Donc ça vous donne à peu près le rapport, ce qui ne veut rien dire en soi, puisque la conférence des grandes écoles, c'est quand même large. Hein. Il n'y a pas que des... J'imagine que si on parle de l'ENSTB, etc., vous avez peut-être plus. Les centraliens sortent 15%, etc. Enfin, ça dépend un peu vraiment des écoles. Je vous donne une moyenne. Donc ça veut dire à peu près ça. Ensuite, ça, c'est ce qu'on pressent. Après, là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles. En général, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui peuvent venir de CSP extrêmement bas, qui viennent de milieux sociaux vraiment défavorisés. Et eux, très sincèrement, en général, pouvoir rentrer chez BNP Paribas, c'est quand même pas mal, quoi, hein, dans le sens... S'ils pouvaient éviter de se remettre directement dans la merde en montant une start-up, ça peut quand même les arranger, quoi. Donc, franchement, c'est vraiment très bien. Et on a des exemples, on a des vieux exemples même qui datent d'époque où moi j'en connais un par exemple, que je ne citerai pas parce que c'est très compliqué pour eux en général d'évoquer leurs origines, qui aujourd'hui est vice-président d'une banque à Hong Kong, quoi. Donc il n'y a aucun souci, les gens peuvent faire ça. Donc on a vraiment de tout là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite, hein, c'est qu'ils en aient vraiment pas. Enfin, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est voilà, déjà, est-ce que oui ou non vous avez des aspirations, et ensuite de travailler avec eux pour qu'ils puissent les réaliser, quoi. Voilà, c'est ça qui nous arrange. Donc effectivement, après, avec le réseau de contacts, effectivement, on peut envoyer des jeunes un peu partout, il n'y a aucun souci, quoi. Merci à tous les deux. On va terminer cette table ronde parce qu'on a un petit peu de retard sur le planning, mais en tout cas, merci. La faute à qui, ça, hein, je ne citerai personne. Merci beaucoup. On peut les applaudir, Patrick et Kwam. Merci.